Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leurs qualités physiques et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artiste, sportif ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimesis. Cette semaine, je suis aux côtés de Cyril Monod. Bonjour Cyril. Bonjour Alex, Très comment tu heureux de te vas? recevoir. Moi, ça va très bien. Et toi? Ça va, nickel, merci pour l'invitation. En tout cas, c'est cool de faire partie de ce podcast. Avec grand, grand plaisir. Cyril, donc tu es coach sportif à Lyon, tu t'occupes autant de cours collectifs que de coaching perso, et tu t'es spécialisé dans l'entraînement fonctionnel avec comme outil principal le kettlebell. C'est bien ça? Exactement, ouais, ça fait maintenant deux, trois ans que j'utilise beaucoup cet outil-là. Et puis, au fur et à mesure du temps, ben, on s'améliore et puis on se spécialise aussi. Donc voilà. Alors, comme tu le sais, on démarre toujours par un petit portrait chinois. Si tu étais un livre, Cyril. Alors, un livre, ce serait plutôt un ensemble de livres. Je dirais que j'ai lu pendant ces dernières années essentiellement des bouquins sur le sport, que ce soit sur le stretching, le kettlebell, la façon de se mouvoir dans l'espace, le côté aussi physiologique du corps. Enfin, c'est tous ces trucs hyper intéressants qui font que qu'aujourd'hui, voilà, je me suis démarqué dans ce domaine-là. Ouais. T'en as un plus particulièrement que tu veux nous montrer, un ou deux? Bah, on va venir tout de suite sur le sujet principal, donc le kettlebell. Donc, ça a été édité par Pavel Tsatsouline. C'est un Russe qui a mis au point, si tu veux, des entraînements au kettlebell. Et de base, pour l'histoire, c'est l'armée russe qui s'entraînait sur le champ de bataille avec ces sortes de boulets de canon qu'on appelle. Et puis, je trouve ça hyper original comme façon de s'entraîner. Donc ça, c'est un des bouquins que je préconise, du coup, qui est hyper intéressant à lire. Si tu étais un film? Bon, je te dirais Interstellar. Alors, me demande pas pourquoi, mais ça doit être la bande originale, le son, le film est vraiment très, très sympa. Si t'étais une époque? Hmm. Années 80, je pense. Ok. Années 80. Si t'étais une devise? Alors, j'ai une devise qui me plaît bien, c'est dans l'inconfort qu'on devient plus fort. Et enfin, si t'étais une créature légendaire? Loch Ness, parce que je suis allé voyager, j'ai voyagé en Écosse récemment, là, c'est mon dernier voyage et c'est un très très beau pays. Et du coup, on est allé voir le Loch Ness, le lac pour le coup. J'ai pas vu la bestiole, mais j'aurais bien voulu, mais peut-être une prochaine fois. Pour démarrer, Cyril, j'ai envie de te demander pourquoi est-ce qu'on parle d'entraînement fonctionnel? C'est quoi la différence avec un entraînement classique? Bah, si tu veux, l'entraînement classique, je vais partir sur un exemple des machines guidées en musculation. Une machine guidée, tu es tout simplement assis sur un dossier. Et la machine a déjà pré-mâché le mouvement pour toi. C'est-à-dire que toi, tu vas t'installer confortablement et tu vas faire soit du poussé, soit du tirage ou de l'accroupissement comme la presse, etc. Dans l'entraînement fonctionnel, ce qu'on va chercher à faire, c'est surtout mettre le corps en position, donc accentuer différentes inclinaisons, travailler sur des postures bien spécifiques pour engager tel ou tel muscle. Et en fait, le côté fonctionnel, c'est surtout mettre en évidence, mettre le corps humain dans des postures que tu peux être amené à refaire au quotidien. Et c'est quoi la particularité du coup là-dedans du kettlebell? Qu'est-ce qui t'a intéressé plus qu'un autre outil? Bah, le kettlebell, en fait, c'est déjà de par sa forme, la poignée qui est ergonomique qui te permet de changer de pattern avec seulement un ou deux mouvements. Tu peux très bien faire du tirage comme de la poussée sur un enchaînement de mouvements. Et c'est surtout le côté pratique, le côté ludique de l'entraînement. C'est vraiment ça le gros avantage du kettlebell, c'est que tu peux le déplacer n'importe où, n'importe comment dans l'espace, etc., etc. Et cetera. Et en plus de ça, tu as un côté hyper cool en fait dans l'entraînement. C'est ce que je recherchais aussi maintenant. Alors, c'est assez utilisé dans des pratiques aujourd'hui telles que le CrossFit, mais par exemple, quand tu vas en salle de musculation, c'est vrai que pour le coup, on va voir beaucoup plus de pratiquants proportionnellement qui vont utiliser les machines guidées que des outils comme le kettlebell. Comment dire, est-ce que l'entraînement fonctionnel, allez, je vais le dire comme ça, est-ce qu'il a de l'avenir? Enfin, c'est quoi l'avenir de l'entraînement fonctionnel?
Alors, il a de l'avenir, oui, j'espère. En tout cas, aux États-Unis, il est bien démocratisé. Après, en France, c'est un tout petit peu plus long à venir. C'est venu déjà par le biais du CrossFit, qui est venu il y a à peu près une dizaine d'années maintenant. Et puis après, l'entraînement fonctionnel, ben, ça va être des entraînements. Là, si on prend l'exemple, il y a le kettlebell qui existe. Il y a aussi les masses. Il y a aussi les sortes de battes de baseball aussi qui s'appellent les clubs. Donc, si tu veux, il y a énormément d'outils maintenant mis à disposition pour l'entraînement, dit fonctionnel. Et après, à chacun ses plaisirs. Mais je pense et j'espère que ça se démocratisera un peu plus en France. Ouais, mais alors moi, je me mets à la place d'un pratiquant, tu vois, qui débute. Si je veux commencer la musculation, je veux faire mes 4 séries de je sais pas combien au développé couché. Et parce que je sais que c'est comme ça que je vais prendre du muscle et que je vais progresser. Moi, tu me parles de ton kettlebell, ça révolutionne complètement ma façon de m'entraîner. Comment est-ce que je m'entraîne avec un kettlebell? Combien je fais de séries? Qu'est-ce que je fais? Enfin, tu vois, comment est-ce que toi, tu réponds à à ces problématiques-là? Parce que j'imagine que tu en rencontres avec tes propres élèves. Alors, je rencontre ça après, ça commence à évoluer doucement, ou en tout cas, j'essaye de faire comprendre aux gens que la musculation, comme ils la connaissent, par exemple, si on prend l'exemple d'un débutant qui va me dire, ouais, je veux prendre du muscle, etc. Alors, c'est bien de vouloir prendre du muscle, mais c'est aussi bien et surtout mieux de connaître son corps, savoir comment ça fonctionne. Tu m'as parlé de séries, répétitions. Moi, en fait, en premier abord, au premier échange que je vais avoir avec un de mes élèves, je vais pas parler de tout ça du tout. Je vais d'abord lui parler du corps humain, comment ça fonctionne, quels sont les différents patterns qu'on a vus auparavant, comment j'actionne tout ça. Et ça, malheureusement, euh, à expliquer sur une machine, pour moi, c'est compliqué, dans le sens où la machine, euh, comme je disais avant, le mouvement est déjà pré-mâché pour toi. C'est-à-dire que tu vas t'installer sur ta machine, tu vas faire le nombre de séries, donc 4 séries de 10 répétitions pour prendre du muscle, c'est très bien. Mais dans le fond, tu connaîtras pas exactement la posture qu'il faut, la rétractation des omoplates, le bas du dos creusé, etc. Enfin, c'est toutes ces règles, en fait, qu'impose le fonctionnel aussi pour apprendre tout ça. Mais est-ce que du coup, c'est pas plus dur? Tu vois, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je vois très bien avec des pratiquants qui débutent, tu leur parles de rétracter les omoplates. Pour certains, hein, t'as l'impression de leur demander quelque chose de complètement fou, quoi. Je veux dire, juste garder le dos droit, pour certaines personnes, déjà, c'est compliqué, tu vois. Alors ouais, c'est hyper compliqué, surtout avec les personnes qui travaillent essentiellement sur bureau ou qui sont amenées à bouger très peu dans la journée. C'est vrai que des fois, c'est compliqué, c'est délicat, mais après, on essaie de trouver des petits ajustements, des petits exercices pour faire comprendre, etc., etc., à travers des élastiques, à travers des TRX, à travers des kettlebells aussi. Et après, on n'a pas forcément besoin d'outils, en fait. On peut le faire directement sans matériel, mais on essaie de placer les bons mots, les bonnes intonations pour que la personne comprenne, en fait, ce que j'attends de lui et notamment de sa posture. Mais c'est vrai que c'est pas facile au début. C'est pas facile. C'est sûr que c'est plus délicat à faire apprendre qu'à faire des machines essentiellement, quoi. C'est là aussi tout l'enjeu en fait du fonctionnel et puis de faire comprendre aux clients la valeur ajoutée du coaching. C'est-à-dire que moi, coaching sur machine, j'en fais pas tout simplement parce que déjà de un, j'ai l'impression de m'ennuyer et de deux, je ne transmets rien. Donc ça, c'est mon avis personnel. Donc moi, les coaching machines, c'est soit j'en fais, mais ce sera uniquement en fin de séance pour terminer un muscle en isolation, par exemple le dos. Mais en début de séance, je ne ferai jamais de machine. C'est pas mon corps de travail. Je préfère transmettre les postures, la respiration, le mouvement, etc. euh, au client. Enfin, au moins, je sais que quand il sort de la séance, il aura appris quelque chose. Ouais, c'est-à-dire que les machines, en fait, ils pourraient très bien se mettre une vidéo sur YouTube, regarder l'exécution et le faire. Alors après, c'est pas pour autant qu'il va bien le faire, mais contrairement à un coach qui est là, qui va vraiment passer du temps avec toi, c'est vrai que quand tu as un pratiquant qui est sur une machine et que tu es à côté, bah, quelque part, tu sers pas à grand-chose, quoi. Exactement. Bah, si tu veux, j'ai démarré le coaching il y a à peu près 3 ans maintenant. Parce qu'avant, j'étais commercial en Nouvelle-Calédonie en salle de sport. Et si tu veux, le métier de commercial m'a donné envie de faire le métier de coach parce que quand je me baladais en tant que commercial dans le club, ben, je voyais des mouvements qui étaient, comment dire, ridicules. Enfin, dans le sens où ça ne servait à rien. Tu vois, déjà, la personne se faisait mal, engageait les mauvais muscles, etc. Et si tu veux, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu ferais pas coach? Et c'est de là où j'ai passé mon diplôme de coach il y a 3 ans maintenant. Et je me suis dit, toutes les personnes qui ont du mal à se mouvoir, qui travaillent sur des ordinateurs, qui ont
qui ont un quotidien plutôt, comment dire, où ils ne bougent pas, tout simplement. Je me suis dit, ces personnes-là, il faut les aider. Et tu peux pas apprendre à te mouvoir comme ça sur une machine. C'est pas possible. Hmm. Alors, comment est-ce que tu en es venu à la notion de flow? Parce que là, c'est encore différent, tu vois. On peut très bien utiliser le kettlebell. On reprend l'exemple du CrossFit. Tu fais des clean and jerk au kettlebell, tu fais du swing au kettlebell, ça, ok. Mais le flow, c'est encore quelque chose de différent. C'est quasiment une danse. Comment est-ce que toi, t'as amené ça dans ta propre pratique? Bah ça, si tu veux, j'ai découvert le flow via Instagram sur des comptes des personnes qui viennent d'Amérique. Et j'ai trouvé ça hyper fun dans le sens où ben, l'entraînement, c'est plus forcément une sorte de contrainte ou une douleur que tu t'infliges, mais c'est surtout le côté fun en fait du flow. Le flow, si tu veux, c'est vraiment un enchaînement de mouvements que tu vas faire en jetant ta kettlebell. Si on parle de juggling par exemple, enfin c'est vraiment un aspect, Joggling, jonglage, hein, c'est ça? Ouais, ouais, c'est jonglage jonglage exactement, ouais. avec le kettlebell. Ouais, ok. Exactement. C'est à partir du moment où tu fais décoller le kettlebell et tu n'es plus en contact avec elle. C'est-à-dire qu'elle se gère automatiquement suivant la force que tu lui donnes, la gravité, etc., etc. Et cetera. Et après, à toi de la récupérer. Si les choses se font bien, tant mieux si tu la récupères. Sinon, ça peut te retomber sur le pied. Mais bon, ça arrive rarement. Mais c'est surtout pour le côté fun, en fait, si tu veux. C'est vraiment le côté, je sais pas quel mouvement je vais faire, mais je vais le faire. Et puis, si ça passe, tant pis. Si ça passe pas, tant mieux. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ce côté-là. Je fais travailler aussi un peu le cerveau. Qu'est-ce que je pourrais faire comme mouvement qui rendrait bien? Est-ce que je partirais sur du squat? Est-ce que je partirais sur de la presse? Qu'est-ce que je peux faire après ma fente, etc. Enfin, c'est vraiment, ça laisse place à l'imagination et c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. Mm. Ouais, c'est-à-dire que tu gardes une partie renforcement pur et dur dans tes entraînements, mais du coup, tu y intègres aussi la notion de flow par ailleurs, c'est ça? Exactement, ouais. Ben, on y revient au pattern, hein. Les patterns sont toujours les mêmes. Un tirage restera un tirage, un poussé restera une poussée, un squat restera un squat. Mais après, si tu peux l'habiller de différentes manières, c'est plus fun, je trouve. Mm. Et Parce ça, que tu c'est fais ça que je depuis. reprochais, pardon. C'est ça aussi que je reprochais aussi à la musculation parce que je veux dire, j'ai aussi fait beaucoup de musculation avant de me mettre au kettlebell. Ça fait une dizaine d'années. Mais si tu veux, c'était en dents de scie. J'avais jamais vraiment une motivation accrue tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'en fait, je savais exactement comment j'allais m'entraîner. C'est-à-dire que je savais les exercices que j'allais faire, le nombre de séries que j'allais faire, le nombre de reps que j'allais faire, l'état dans lequel j'allais être à la fin de mes séries, à la fin de l'entraînement. Et si tu veux, ça me stimulait plus, ces entraînements-là. C'est pour ça que je me suis mis au kettlebell et surtout le flow et le juggling, parce que c'est quelque chose où quand tu commences ton entraînement, tu sais pas où tu vas aller. C'est-à-dire que tu peux faire tout et n'importe quoi, mais tu t'entraîneras quand même, que ce soit du renfort, que ce soit du cardio, que tu travailles ta stabilité, ton équilibre, ta force, ton endurance. Enfin, tu vois, c'est hyper complet. Mm. Alors, je vais me faire encore l'avocat du diable, mais moi, tu vois, je suis actuellement en formation de coach, hein. Et donc, ce qu'on nous dit en formation, c'est justement que si tu débarques en salle, et c'est ce qu'on entend très souvent, si tu débarques en salle et que tu sais pas ce que tu vas faire, c'est pas comme ça que tu vas progresser. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Euh, alors, ça dépend dans quel type d'entraînement tu vis, ça dépend de tes objectifs, ça dépend si tu veux prendre du muscle, ça dépend si tu veux perdre du poids, ça dépend si tu veux te renforcer, ça dépend si tu veux travailler ta souplesse. Enfin, après, des programmes, tu peux en trouver sur Internet, en voilà, mais après, pareil, un programme, souvent, ce que tu trouves, c'est généralisé. Après, quand tu te plonges un peu plus dans les bouquins, quand tu commences à t'intéresser un peu à la physiologie du sport, à ton corps, à savoir comment ton corps réagit par rapport au type d'entraînement, à l'intensité que tu vas y mettre, bah là, tu peux commencer à te créer tes propres programmes. Et surtout, comprendre aussi les programmes des autres. Qu'est-ce qu'il a cherché à travailler en faisant ci et ça. Après, oui, quand tu t'y connais pas forcément en sport et en salle de sport, le mieux, ce serait quand même de voir un coach sportif directement, quitte à faire une séance ou deux pour qu'il puisse au moins te montrer les bases, tu vois. Mais t'aventurer sur un terrain inconnu, des fois, c'est délicat, ouais. Mais toi, quand tu arrives en salle et que tu sais pas encore ce que tu vas faire avec ton kettlebell, du coup, tu le gères comment au niveau de tes entraînements? Enfin, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu as, une, comment dire, est-ce que tu une durée fixée d'avance? Tu vois, typiquement, tu fais ton renfo et puis derrière, tu te laisses 15 minutes pour faire ton flow. Est-ce que, du coup, tu dis aujourd'hui, ça va être 100% kettlebell, jonglage avec le kettlebell? Enfin, comment est-ce que ça, tu l'organises dans ton emploi du temps? Bah, c'est assez simple parce que déjà de base, je m'entraîne toute la semaine, donc tous les jours. Euh, Après, comment j'organise mes séances? J'essaye de varier un petit peu, c'est-à-dire que si, par exemple, le lundi, je fais une séance à haute intensité avec des kettlebells un peu plus lourdes, je sais que le lendemain, il va me manquer un petit peu d'énergie.
Donc là, j'avise, je fais un peu de flow, j'essaye de travailler ma technique aussi avec des poids un peu plus légers. Et dès que j'ai retrouvé la pêche, le lendemain, le surlendemain, bah, je remets une petite couche avec des poids un peu plus lourds. Mais les mouvements restent sensiblement les mêmes, hein. T'en as six. T'as le swing, t'as le clean, t'as le snatch. Donc ça, c'est pour les mouvements balistiques, où tu vas mettre de la vitesse. Et après, t'as des mouvements un peu plus traditionnels, comme le squat, la presse et le TGU. TGU qui veut dire Turkish Get Up. Donc si tu veux, c'est ces six mouvements de base que tu essayes d'incorporer dans chaque entraînement. Mais après, tu les fais à ton intensité que tu veux, tu choisis le poids que tu veux, le temps de récup que tu veux, etc., etc. Pendant mes séances, moi, si tu veux, j'arrive, je prends une kettlebell et en général, j'essaye d'aviser, j'essaye de voir qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce qui me plairait le plus en fonction de ma forme, de mon état, de mon énergie, en fait. Et voilà, c'est comme ça que j'organise mes séances. Ouais, d'ailleurs, on va faire une petite pause. Là, tu as parlé du Turkish Get Up, du TGU. Je t'ai vu faire sur Instagram un Turkish Get Up avec une barre de 40 kilos en instabilité. Faut que tu me racontes ça. Comment est-ce que tu en es venu à faire ça? Enfin, c'est énorme ce truc. Alors, Chucky Get-Up, faut savoir que c'est un mouvement hyper complet. C'est, comme dit, la Rolls-Royce du fitness. C'est un mouvement qui va engager vraiment tous les muscles. Après, tu peux commencer le Turkish Get-Up sans poids. Typiquement, tu prends une chaussure, tu la poses sur tes phalanges et tu essayes de monter déjà avec, bien sûr, les différentes étapes dans le TGU. Et après, au fur et à mesure du temps, tu vas commencer à comprendre ben, comment j'organise mon corps, comment je me positionne, comment j'actionne les bons muscles pour me relever. Parce que, à vrai dire, le TGU, c'est juste un relevé. C'est je me relève, je pars d'une position couchée et l'objectif étant de me redresser. Après, au fur et à mesure de ton niveau, de ton expérience, tu peux commencer à monter le poids, le poids, le poids, le poids. Donc en général, ce que je fais, je démarre avec une chaussure pour les personnes qui veulent apprendre le TGU et au fur et à mesure, on met 4 kilos, 8 kilos, 12 kilos, on essaye de monter par cap de 4 kilos. Après, à la barre, c'est un petit peu différent dans le sens où, comme tu l'as dit, ça rajoute énormément d'instabilité. Donc là, peut-être pas pour les débutants, c'est pas le mieux, mais si tu commences à avoir un petit niveau sur le TGU, après tu peux te challenger un petit peu et prendre la barre et tu verras que les sensations sont très différentes. Enfin, ça te demande beaucoup, beaucoup plus de renforcement. Et c'est là justement toute l'importance de travailler sur le fonctionnel, c'est que je vais engager volontairement différentes parties de mon corps pour réussir le mouvement. Oui. On va revenir au kettlebell. C'est un outil que tu recommanderais également pour les débutants. Du coup, comment tu travailles avec des personnes qui démarrent? Et pour reformuler un petit peu la question autrement, c'est est-ce qu'il y a des prérequis pour utiliser le kettlebell? Le kettlebell, je le fais utiliser pour tout le monde, que ce soit une personne qui n'a jamais fait de sport ou une personne qui est confirmée. Pour moi, le kettlebell s'adapte à tout le monde, c'est-à-dire que c'est hyper facile, la prise en main est hyper naturelle, hyper facile. Euh, et je pense même que pour les débutants, c'est un bon moyen d'apprendre justement à faire des efforts. C'est-à-dire que un squat reste un squat. Récupérer le kettlebell entre les mains, tout le monde peut le faire. Non, en fait, le kettlebell, si tu veux, tu peux l'utiliser vraiment pour pas mal de monde, et notamment les débutants, parce que c'est hyper facile, la prise en main est hyper facile. Et apprendre des mouvements de base comme le squat. Le squat, c'est typiquement, j'amène les fesses vers le bas. Donc, c'est comme si tu t'asseyais sur une chaise. C'est exactement le même mouvement. Donc, le kettlebell, pour moi, c'est un bon outil pour faire apprendre aux débutants. La barre, là, on y va sur la barre olympique pour faire le parallèle et surtout la différence. C'est que la barre, c'est pour moi un peu plus complexe. Dans le sens où, déjà, elle est plus longue, elle est plus lourde. Et la position de ton dos, essentiellement, va être hyper importante, que ce soit sur du squat, sur du soulevé de terre, sur du développé couché, etc. Donc, tu as énormément de techniques à la barre. Avec le kettlebell, naturellement, quand je te dis, bah, assis-toi avec le kettlebell, bah, tu vas t'asseoir normalement. Ouais, ouais, il y a quand même une grosse partie technique, sans parler du jonglage, tu vois, je pense à des mouvements où, d'arracher, par exemple, sur du snatch, tu vois, où il y a ce risque aussi de se prendre le KB, la charge du KB sur l'avant-bras, enfin, tu as quand même une grosse partie technique pour maîtriser le kettlebell. Il y a une énorme partie technique, mais c'est pour ça qu'en fait, il y a différents mouvements. Tu as différents mouvements, tu as des mouvements dits balistiques, où là, tu vas jouer en trois dimensions, vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, vers le haut, etc. Et tu as des mouvements un peu plus classiques, comme le squat, comme la presse, etc. Donc ça, c'est des mouvements où tu prendras le kettlebell comme outil,
mais c'est comme si tu prenais une haltère, c'est exactement la même chose. Après, oui, quand tu vas commencer avec des mouvements balistiques, type le snatch, tu m'as parlé du snatch. Le snatch, c'est vrai que c'est pas forcément facile pour un débutant parce que tu as différentes choses à penser, notamment ton extension de hanche, donc toute la partie inférieure. Tu as le tirage avec ton dos et ton bras pour ramener le kettlebell vers le haut. Et après, il faut aussi comprendre que pour monter le kettlebell, il faut que tu fasses une bonne extension de hanche et non que tu tires avec ton épaule. Donc, tu vois, en fait, il y a plein de subtilités sur ces mouvements-là. Mais ça, c'est pareil, ça, c'est que le côté fonctionnel, je pense, qui peut te l'apprendre. Mm. Ouais, mais pour le coup, c'est en plus, c'est là où du coup la boucle est bouclée, c'est que si tu fais ce boulot-là au kettlebell, après tu vas pouvoir le retranscrire sur ton boulot à la barre olympique, quoi. Parce que l'extension de hanche, tu Exactement. vas en avoir besoin aussi sur des mouvements avec la barre. Et pour le coup, c'est peut-être plus simple à appréhender avec un kettlebell qu'avec une barre. Exactement, ouais. En fait, tous les mouvements que tu vas faire au kettlebell, euh, tous se retranscrivent sur la barre olympique. Tous, tous, tous. Il n'y en a pas un qui reste à l'écart. C'est-à-dire que quand tu vas faire un swing, bah, typiquement, c'est du soulevé de terre. Quand tu vas faire un squat, bah, typiquement, c'est du squat. Quand tu vas faire de la presse, bah, c'est comme si tu faisais une presse militaire avec la barre. Et on n'a pas parlé aussi du centre du corps, l'importance du core training, donc corps, C-O-R-E, avec le kettlebell. Abdos. Exactement, abdos. Ouais. Tu le renforces tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque mouvement que tu vas faire, tu vas renforcer ta sangle abdominale. Tout le temps. Et en fait, si tu veux, les personnes qui démarrent les coachings, le point faible, c'est souvent le centre du corps. Et au fur et à mesure, ça devient un point fort. Tout simplement parce que les lombaires, tu les recrutes tout le temps. Les abdos, tu les recrutes tout le temps. Alors que dans la vie de tous les jours, et j'y reviens aux machines guidées, les lombaires sont mis de côté. Alors que c'est dommage parce que c'est des muscles qui sont hyper importants. C'est ta stabilité du tronc, c'est plein de choses. Mm. Ouais, ouais, il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent se lancer, bah, par exemple, dans du soulevé de terre sans avoir une bonne stabilité au niveau des lombaires. Ouais. Ouais, exactement. Bah, les lombaires pour moi, c'est les muscles qui font le lien entre le haut et le bas du corps. C'est-à-dire que si t'as pas de lombaire, tu peux pas dégager de force sur le haut du corps. Et tu vois, typiquement sur le soulevé de terre, des fois, j'en vois qui mettent une dizaine d'instruments, des sangles, ils mettent des genouillères, ils mettent des ceintures de force, tout ça, pourquoi en fait? C'est ça la question que je me pose, c'est pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, tu vas accentuer un, un déficit. Par exemple, la ceinture de force sur du soulevé de terre, moi je suis pas pour, tout simplement pourquoi? Parce que tu vas solliciter ou ça va t'aider à solliciter les lombaires, donc tes lombaires vont moins travailler. Donc tu vas gagner en force, très bien, tu vas soulever un peu plus lourd, etc. Et le jour où tu vas enlever cette ceinture, tu vas dire, merde, euh, Tu vas régresser. comment je fais, ouais, comment je fais pour remonter la barre? Parce qu'en fait, j'ai pas de puissance dans le centre du corps. J'ai pas ce gainage demandé, j'ai pas les lombaires aussi affûtés que je pensais. Tout simplement parce qu'en fait, je me suis voilé la face et que j'ai caché ça avec une ceinture. Ouais. On Tu va vois. aborder un peu plus maintenant la notion de flow. Est-ce que toi, tu jonglais déjà avant d'utiliser le kettlebell? Est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait ou est-ce que c'est venu en cours de route? Non, pas du tout. J'ai jamais jonglé de ma vie. Ou alors j'ai dû essayer avec trois oranges à l'époque, mais ça n'a pas été un succès. Mais non, le flow, si tu veux, c'est arrivé il y a maintenant 2 ans. J'ai commencé le flow, le juggling il y a 2 ans. Aucune notion de jongle avant. C'est vraiment j'ai appris sur le tas, si tu veux. Si j'ai acheté ma première kettlebell, je vais te la montrer. Celle-ci, la toute première, le début de l'aventure. Donc c'est une kettlebell de compétition. Elle Sachant a qu'il y a pris aussi, cher. Elle a l'air d'avoir pris cher. ouais, elle a vécu déjà un petit peu. Ouais, elle a déjà fait pas mal de rando, pas mal de trucs aussi. Enfin, j'ai amené dans vraiment beaucoup d'endroits. Mais si tu veux, ouais, c'est ma toute première. Donc, c'est une kettlebell de compétition. Pareil, ça faudra. Faut dire aux personnes que les kettlebells, t'en as de plusieurs sortes. T'as des kettlebells de compétition, t'as des kettlebells en fonte classiques. Pour tout ce qui est flow juggling, ce kettlebell-là, donc compétition, est bien plus adapté. Parce que c'est en acier et la forme reste la même pour toutes les kettlebells de compétition. C'est juste le poids à l'intérieur de la kettlebell qui est un petit peu différent, plus ou moins rempli. Là, c'est quoi? C'est une 8 Et- kilos? ouais, exactement, ouais, 8 kilos. Le juggling, j'utilise essentiellement la 8 kilos, quelquefois la 12, mais surtout la 8, ouais, pour ça. Surtout la 8. Et tu t'es lancé direct avec 8 kilos dès que tu as commencé le juggling. Ouais, j'ai commencé direct avec 8 kilos, tout simplement parce que je crois que j'avais même pas trouvé une kettlebell en dessous de 8 kilos. Et puis,
6 kilos, ça paraît léger un petit peu. Tu sais, quand tu soulèves des kettlebells de 32, 36, 40 kilos, te retrouver avec du 6 kilos, ça fait un peu léger. Alors même pour le jogging, tu vois, 8 kilos, ça va encore, c'est pas énorme. T'as des personnes que je côtoie, avec qui je bosse maintenant partout en France, parce qu'on essaie de développer aussi le juggling, qui utilisent des kettlebells de 10 kilos, 12 kilos, voire 16 aussi, hein. 16, ça se fait, mais ça demande beaucoup plus d'efforts. Ouais, tu as Et besoin de alors, prendre un peu plus de pause, etc. Le 8 kilos, je pense que c'est le bon poids pour passer des mouvements qui sont esthétiques, qui sont beaux, qui sont peut-être durs aussi à réaliser, mais qui t'amènent pas énormément de fatigue. C'est-à-dire que si tu prends une pause, tu prendras une pause d'une minute, 1 minute 30, 2 minutes, et tu peux recommencer. Si tu prends une kettlebell un peu plus lourde, type 16 kilos, bah, ton temps de récup, naturellement, va augmenter, parce que ton corps en a besoin. et alors, est-ce que tu as des patterns de mouvement aussi précis ou est-ce que c'est full impro, c'est en fonction du ressenti, en fonction de ce que tu as envie de faire? Comment est-ce que tu travailles ça? Alors, quand tu pars sur une session de juggling ou flow, franchement, je sais pas du tout ce que je vais faire au début. C'est-à-dire que je vais prendre le kettlebell et je vais faire ce qui me passe par la tête. Après, dès que je démarre ma session, j'ai toujours mes petites phases d'échauffement où je fais souvent la même chose pour échauffer tous les patterns, hein, que ce soit du tirage, du flip, etc. Travailler la chaîne postérieure, la balistique. Et puis après, une fois que le corps est chaud, bah là, tu commences à passer un petit trick, deux petits tricks, trois petits tricks. Et puis après, au fur et à mesure, bah, tu te laisses guider en fait par le kettlebell. C'est pas toi qui impose les mouvements, c'est plutôt elle, je dirais, qui te guide en fait par l'inertie, par la gravité, par le sens de rotation que tu lui donnes, que ce soit à droite, à gauche, etc. Et puis après, au fur et à mesure, bah, tu découvres des nouveaux mouvements et c'est là que l'addiction au kettlebell flow arrive. C'est que tu veux toujours plus, toujours mieux. Tu cherches différents angles aussi de travail et puis tu cherches aussi à faire comment dire, à épater un petit peu les copains, tu vois. C'est intéressant Parce parce que que du coup, là, ça veut dire que tu pars pas d'un mouvement préexistant pour l'adapter sur une personne. Tu pars d'une personne, de ce qu'elle peut faire avec son corps, des mouvements qui lui viennent quasiment naturellement, de ce qu'elle peut improviser. Et puis à partir de ça, en fait, c'est le kettlebell qui se met à bouger, en fait. Mais du coup, tu pars vraiment de toi, de qui t'es avec tes capacités, si ouais, je comprends. exactement. Une personne qui souhaite démarrer le flow mais qui n'a jamais fait de sport, on va commencer par des mouvements assez classiques. Enfin, ça va de soi. Une personne, si demain j'ai une personne qui vient me voir et qui me dit j'ai vu que tu fais du flow, ça m'intéresse beaucoup, etc. Bah, en fait, il y aura forcément une phase de renforcement avant, tu vois. Pas forcément entamer sur le flow direct, parce que cette personne-là saura probablement pas engager des bons muscles, ni faire un bon squat, ni faire une belle fente, ni etc. Donc en fait, t'as plein de prérequis avant de commencer ça. Mais une fois que tu as tes bases, une fois que tu comprends surtout la position du bassin, l'antéversion, la rétroversion, etc., comment bien me positionner, là, tu peux commencer à jouer. Mais si tu veux, le vrai travail, le fondamental, c'est vraiment, ça vient du bassin, c'est ces mouvements de base. Est-ce qu'il y a un mouvement avec le kettlebell que tu recommanderais pour tout le monde? Le swing, Le swing, ok. Je ouais. pensais que tu allais me parler du Turkish Get-Up, tu vois. Alors, le Turkish Get Up, si tu veux, il est hyper intéressant. Je dirais qu'il est aussi complet que le swing, mais le swing, dans la capacité d'apprentissage, c'est plus simple. Et puis, c'est un mouvement qui va travailler ton explosivité, qui va travailler ton cardio, qui va travailler toute la chaîne postérieure. Donc, si tu veux, pour l'adhérent lambda, le client lambda, c'est plutôt le swing, que je dirais. Turkish Get Up, ça viendra par la suite. Mais le swing, c'est vraiment la base de la base. C'est vraiment le mouvement que tu dois connaître au kettlebell. Le swing te permet aussi de faire des transitions, de passer sur du clean, d'enchaîner des snatchs. Enfin, pourquoi le swing, en fait, c'est simplement, on y revient, hein, mais c'est toujours la même chose, c'est le mouvement des hanches. C'est la flexion-extension des hanches. C'est ça le plus important. C'est quoi tes habitudes pour garder tes connaissances à jour, pour continuer à évoluer? Tu lis, parce que j'imagine que du coup, tout ce qui est notamment flow avec le kettlebell, c'est beaucoup plus développé, comme tu l'as dit, aux États-Unis, etc. C'est quoi tes sources de connaissances? Parce que tu vois, j'ai pas mal de bouquins qui sont pas très longs, là. Là, j'en ai pris quelques-uns. Donc, t'as Kettlebell Training.
C'est un livre qui va regrouper différentes idées d'exercices. Je sais pas si tu le vois à la caméra, là. Ouais, 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 carrément. Un petit bouquin où bah, il te montre des exercices et tu as du TGU, tu as de la presse, tu as du squat, etc. Et tu as un autre bouquin aussi que j'ai montré au tout début, c'est celui de Pavel Tsatsouline. Donc là, c'est le simple et sinistre. Donc c'est un format de travail où tu vois deux mouvements, swing, TGU. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc c'est deux mouvements hyper complets. Après, mes sources viennent essentiellement des livres et des personnes aussi que je suis sur Instagram, notamment des Américains, qui sont très, très, très balèzes dans le domaine du kettlebell, que ce soit en termes de technique, en termes esthétiques. Euh, et puis surtout, ils donnent des petits tips euh, que t'as pas forcément dans les bouquins, tu vois. Mais des petits tips sur l'anatomie, qu'est-ce qui te conviendrait le plus, etc., etc. Donc, mes sources sont assez variées, tu vois, mais j'essaye de recueillir un petit peu de partout. Sur les Américains, là, tu as des noms à donner, ça m'intéresse. Moi, j'ai The Crazy Trainer. C'est la personne justement que j'ai découverte sur Instagram. J'ai Crazy Trainer. Après, j'ai Every Got quelque chose. Américain aussi, c'est un bœuf, c'est un monstre. Mais pareil, il fait que de l'entraînement fonctionnel et hyper agile, hyper souple, etc. Donc, lui, il donne vraiment pas mal d'exercices. T'as Daring aussi, qui habite à Brooklyn, je crois. Lui aussi, pareil que du fonctionnel. Kettlebell, Mass Bell, Club Bell, il fait que ça. Et puis après, il y a un petit groupe français là qui est en train de naître avec 4-5 personnes. Donc là, c'est cool. On est en train de développer petit à petit le flow et le juggling en France. Donc ça commence à prendre forme tout doucement. Le kettlebell, le monde du kettlebell aussi, c'est surtout de l'échange. C'est échanger entre nous. C'est good vibe un peu, si tu veux. C'est pas de l'entraînement pur et dur où tu sais que tu vas faire une barre de squat à 200 kilos, etc. C'est vraiment, ouais, c'est good vibe en fait, si tu veux. Est-ce que tu peux nous partager une leçon que tu as apprise récemment? Quelque chose que tu as compris de la vie, des humains, de la société en général? Non, mais j'ai repensé à une phrase récemment. C'est tout con, hein, mais c'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Celle-ci, elle me parle beaucoup là aujourd'hui parce que justement, j'ai quitté mon milieu pro salariat pour me mettre en auto. Et si tu veux, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie, quoi. Parce que tu as la liberté de faire un petit peu ce que tu veux, tu as la liberté d'entreprendre, la liberté de choisir tes journées, la liberté de travailler quand tu veux, de t'arrêter quand tu veux, de travailler sur tel ou tel projet. Et si tu veux, ça, c'était pas possible avant, tu vois, dans toute ma vie pro, quand j'ai commencé à 18 ans jusqu'à mes 32 ans, j'ai toujours été employé, tu vois. Et là, le fait d'être à mon compte et de pouvoir vivre de ma passion, c'est vraiment quelque chose là qui me plaît beaucoup. Comment tu vois la suite, du coup, pour toi? Euh, pour le côté pro, bah, toujours rester auto. Et après, moi, j'aimerais beaucoup voyager aussi. Voyager, découvrir certains pays du Nord. Et pourquoi pas vivre aussi du kettlebell à travers des vidéos ou des coachings en ligne, etc. Mais ça, ce serait vraiment le projet à moyen long terme. Top. Eh ben, merci beaucoup, Cyril. C'était un plaisir de discuter avec toi et d'échanger sur ta pratique. Bah, merci à toi, Alex, de m'avoir invité. Et bah, j'espère que tu as appris aussi quelque chose et que ça te donnera envie de pratiquer un petit peu plus le kettlebell. Ouais, 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 carrément. Ouais, ouais, de fou. Je repars avec plein de pistes. Parfait. Top. Bon, alors si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour toutes les personnes qui veulent suivre le travail de Cyril, je vous mets les liens dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain et en attendant, restez en mouvement.